Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Et salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, un podcast qui aujourd'hui a quelque chose à fêter. Je viens de me rendre compte de la date, nous sommes le 11 septembre, donc on ne va pas fêter ce que vous croyez, c'est aussi la date où j'ai eu mon permis. Putain, ah oui, c'est vrai, moi j'ai eu mon permis exactement ce jour-là. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable et tout. Hop, rendez-vous à 8h sur un parking glauque de Valenciennes. Je fais le piquet pendant 4 heures. Il y a 8 mecs qui passent avant moi. Naturellement, je passe le dernier. Tout le monde a raté son permis. Moi, j'ai le mien. Au bout de 3 quarts d'heure de conduite, à l'époque, ils poussaient les curseurs. Je rentre et là, je fais face à ce... Au début, j'ai cru que c'était la bande-annonce du dernier film avec Bruce Willis. Eh ben non, c'était le 11 septembre. Et bah du coup, on est 24 ans plus tard, j'enregistre une émission pour dire que j'ai fini mon Titan. Putain de karma, j'avais pas vu la date, pour moi on était encore le 10, j'allais faire une petite blagounette sur la coïncidence de la fin de mon Titan et ce jour de manifestation, mais bon, qui a fait un gros prout comme tout le monde le savait. Non, on est le 11 septembre. Bon bah tant pis, je vais pas arrêter pour autant, je vais pas me dire ah non, ça pue, je vais enregistrer le 12. Non, tant pis. Nous sommes le 11 septembre et j'ai fini mon Titan Warlord. Voilà. Donc j'ai fini mon Titan Warlord, donc ça fait écho à une émission assez récente qui s'appelait La pile de la honte, qui est le plus gros carton d'audience d'ailleurs de Rural Hammer à 7h, comme quoi je devrais faire sans doute un peu plus de putaclic. Mais donc voilà, dans cette émission, je m'étais souvenu au dernier moment que il me restait un putain de Titan à finir sur les bras. Eh ben, mission accomplie. Bon, j'avais visé fin août, mais le travail s'en est mêlé. À vrai dire, ces 2 dernières semaines, j'ai quasiment pas fait grand-chose. C'était vraiment que de la putain de finition. Donc, à coup de 1 heure par-ci, 2 heures par-là, j'ai fini par en venir à bout, mais quand même une dizaine de jours en retard. Donc, naturellement... c'est un gros morceau. Là, il est en train de me regarder et il me fallait en parler naturellement. Donc, je vous propose ce soir, parce que oui, il est plus de minuit. À vrai dire, je viens vraiment de déposer mon dernier coup de pinceau sur le Titan. Je me suis dit, allez, nique sa mère, je fais l'émission dans la foulée. C'est pas préparé, c'est pas scripté, c'est rien du tout. On y va complètement à l'instinct. Vous avez pu le noter, je pense. Et donc, ce soir, je vous propose de revenir longuement sur l'Odyssée Titanic qui fut la mienne. Donc, on va replanter le décor. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je vais vous raconter les grands succès, les grandes galères et le contexte de tout ça. Revenons 2 ans en arrière, le 24 août 2023, j'ai 40 ans. Voilà, j'ai 40 ans, ça y est, c'est un grand cap dans ma vie. Je me suis dit, ah putain, là, c'est important quand même, c'est important. Et là, naturellement, ma petite dame m'offre mon cadeau. Déjà, je me dis, putain, c'est gros. Déjà, je me dis, il y a 2 boîtes. Déjà, je me dis, ok, c'est du Warhammer. Donc, je tablais plutôt sur une espèce de boîte de base. À vrai dire, je ne savais pas laquelle. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle m'a chopé Scaventide ou un truc comme ça. Eh ben non. Je déchire le papier et là, d'office, il y a un énorme T sur fond rouge qui me fait face. Là, je la regarde, je fais, non mais putain, t'es sérieuse, quoi ? Donc, je savais exactement ce que ça voulait dire, ce grand T, le T de Titanicus. Donc, je me dis, ah putain, la folle, quoi, ça se trouve, elle a pris un Warhound ou un River. Là, je déballe le truc, Mars Alpha Pattern War, putain de Lord. C'était bel et bien un Titan Warlord. Donc, je tombe des nues. Évidemment, je lui dis qu'elle est folle, et là, c'est une réalité, elle est complètement folle.
Dans la foulée, j'ouvre une jolie lettre mignonne comme tout où je me rends compte que tous mes meilleurs amis ont participé à cette folie. Et du coup, on y est. J'ai 40 ans et j'ai un Titan Warlord avec plein de mots d'amour. Et bon, honnêtement, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Voilà, pour certains, je sais pas, à 40 ans, ça dépend du milieu social dans lequel on vit. Pour certains, ça va être le coupé sport. Pour d'autres, ça va être une belle montre. Moi, c'est une figurine. Et c'est la figurine la plus grosse et la plus chère que, à mon avis, l'industrie n'ait jamais chié. Donc, deal with it. J'ai un Titan Warlord. Naturellement, je fonds en larmes. Je fonds en remerciements. Bon, après, c'est mon anniversaire, donc on boit des coups, on mange bien, je suis heureux comme tout. Mais néanmoins, derrière, c'est la promesse d'un énorme travail. Parce que vous imaginez bien que j'ai pas eu le même rapport à cette machine divine que si je l'avais acheté avec mes propres sous. Là, on est sur un retour sur investissement qui se doit, mais d'être le plus magnifique possible. C'est vraiment, j'étais absolument obligé de donner à ce truc, à ce gigantesque truc, le niveau le plus élevé possible. C'est exactement ce que je comptais faire. Bon, naturellement, on déballe, on est content, et puis on se rend compte que c'est un putain de cadeau empoisonné, ce truc. Parce que il y avait pas les armes. Et donc, quand il n'y a pas les armes, ça veut dire quand même un gros billet de plus chez Forge World. Et donc, ni une ni deux, je choisis longuement mes armes et je passe à la caisse. Donc, vous savez, comment elle a su m'offrir un Titan Warlord, la choupinette, la grande chanoinesse de Notre-Dame des Carabistouilles? Figurez-vous que cette chipie s'est renseignée un maximum jusqu'à aller donner un coup de fil chez Sales Figurines. Tout simplement pour lui demander c'est quoi le Titan le plus stylé. Bon, vous connaissez un peu la maison Salaise, évidemment que le mec lui a conseillé le truc le plus gros. Il allait pas lui dire de faire un Warhound. Ça, voilà, Rémi, il est dans le gros, il est dans l'énorme projet perpétuel. Donc, il était convenu qu'il réponde ça. Ça ne m'a pas surpris, ce petit retour d'expérience. Mais en tout cas, il y avait pas mal de boulot avant d'attaquer le vrai boulot. Ce boulot, on va dire, en amont, c'était tout simplement de définir le projet et de mener énormément de recherche et développement. Parce que je vous jure que quand tu ouvres la boîte, tu as toutes les pièces sous les yeux, tu regardes le manuel d'instruction Forge World qui ne te dit absolument rien, c'est-à-dire que ils te disent c'est pas mal d'utiliser de la super glue, voire de la colle époxy, alors que la colle époxy est absolument indispensable. Et ils te précisent dans un petit paragraphe que certaines techniques de modélisme supplémentaires sont à envisager. No shit Sherlock. Parce que là, clairement, le Titan Warlord, tu l'assembles avec des petits points de superglue, il n'y a aucun monde physique dans lequel le truc tienne debout. C'est pas possible. Chaque bras pèse 4 kilos et du coup, avec l'effet de la gravité, ton point de colle, tu te le fous au cul. Donc, il faut aller effectivement beaucoup plus loin dans les techniques de modélisme. Cependant, moi, je ne suis pas un expert des gros kits résine et tout. J'en ai fait. J'ai fait des Land Raiders, j'ai fait des gros Dreadnought, mais rien qui aille à cette échelle-là. Donc, naturellement, il me fallait me renseigner. Et à mon grand dam, je me suis rendu compte que des Titans Warlord, à vrai dire, personne n'en fait. On a une espèce de groupe en ligne qui s'appelle le Titan Owner Club. Honnêtement, ça ressemble un peu au Rotary Club ou au club de Lyon, tu vois, on dirait un peu la loge, on dirait un peu un club de bourgeois très fermé où finalement les secrets de fabrication, les gars, ils sont pas très partageurs. En gros, j'avais mis un message sur un groupe Facebook, il me semble, de ça. C'est simple, personne ne m'a répondu. Je me suis dit, ok, bon, on va se démerder tout seul. Et donc, il a fallu que je trouve un peu des sources d'inspiration pour tout ça. Et j'en ai trouvé, à vrai dire, très, très peu. Je dois rendre une dédicace énorme à ce sympathique anglais qu'est Midwinter Minis. Vous devez connaître, c'est une énorme chaîne YouTube sur le hobby anglophone. Le mec, il flirte avec le demi-million d'abonnés. Je pense que véritablement, c'est un des plus gros YouTubeurs / influenceurs du game. Et le mec,
pour fêter je ne sais plus quel cap d'abonnés, peut-être les 100 000, je me rappelle plus. En fait, il s'était acheté un Warlord qu'il allait peindre en fait en hommage à sa communauté active, en mettant le nom, par exemple, de tous les gars qui le financent sur la bannière de ce Titan Warlord. Et fort heureusement pour moi, eh bien, ce Gugus, il a médiatisé absolument l'intégralité de la construction et de la peinture. Autant vous le dire, ce machin m'a été d'une aide phénoménale. Parce que là, on voit vraiment l'assemblage de A à Z. Donc j'ai suivi ça. C'est déjà quelques heures de vidéo. Là, de toute façon, à partir de ce moment-là, j'ai mis le doigt dans un engrenage où le nombre d'heures ne veut plus rien dire. Hein. Là, je vous dirai à la fin combien ça représente en heures, tout ça. C'est absolument sidérant. Mais le nombre d'heures que j'ai passé seul, avant même de toucher le Titan, en recherche et développement, bah les gars, c'était du lourd. Hein. C'était énormément de soirées dédiées à ça. En tout cas, Mid-Winter Minis, eh bien, il a tout filmé. Il a tout filmé. L'assemblage des jambes, du corps, des bras, les options d'armement, comment on fait du tigeage, quel type de colle on utilise, comment on maintient les pièces, comment on définit la pose. C'est simple, j'ai suivi le truc à la lettre. Mais pas à 100% non plus, parce qu'il a fait des choix que moi j'ai estimé un peu débiles. En tout cas, j'ai appris énormément avec le contenu de ces vidéos-là. Et là, je me suis rendu compte du truc que ça allait être, hein. Ne serait-ce que l'assemblage du Titan. C'était tout simplement un travail de fou furieux, un niveau de modélisme qu'en fait, je n'ai jamais atteint. Et donc, après cette énorme quête d'informations, où là, clairement, j'avais un bloc-notes, hein, j'ai noté à peu près tous les schémas de construction qu'il me fallait en réadaptant un peu le truc à ma sauce par rapport à la pose que j'imaginais, etc. Et c'est tout simplement du lourd et il a fallu remettre un billet pour une bonne liste de commissions à cet effet. Dans cette liste, il y avait énormément de colle. De la colle époxy, il m'en a fallu un paquet. De la superglue, il m'en a fallu énormément. Des tiges de différents diamètres, donc des tiges en laiton que je coupais du coup à la meule, hein, en différents tronçons. Ensuite, il fallait les poncer un petit peu pour que ça pénètre plus facilement la résine. Il a fallu que j'aligne pas mal de forêts différents pour le perçage. Des serre-joints pour maintenir bien toutes les pièces en place pendant le séchage, parce que la colle époxy, ok, c'est la colle la plus puissante du monde, mais elle met plusieurs minutes à sécher, et des minutes durant lesquelles il faut absolument maintenir les pièces ensemble très serrées. Donc sur un Titan, quand vous êtes en train de faire les jambes, ça paraît con, mais c'est une prise de tête, les mecs. On va revenir là-dessus. Donc bref, une bonne liste de commissions. Et donc, après ça, j'ai attaqué. Et donc, ça commence par le truc le plus chiant, c'est le lavage. Naturellement, on parle de résine. Donc, ça se voit à l'œil nu. Hein, toutes ces pièces présentent une espèce de résidu de moule en silicone, en fait, qui forme une espèce de pellicule très fine, un peu brillante, et ça, il faut absolument la défoncer. Et donc, là, c'était une grosse après-midi ennuyeuse à mourir, où avec différents types de brosses de différentes duretés, eh bien, j'ai tout simplement foutu une branlée à toutes les pièces en résine jusqu'à ce que la fine pellicule de silicone disparaisse totalement. Donc là, direct, c'était l'énorme ennui. Ensuite, ça a été le dégrappage et le nettoyage de toutes les pièces. Et là, à ce titre, honnêtement, Forge World a souvent mauvaise presse sur ses kits de figurines. Si on ne parle pas de kits récents, honnêtement, vous achetez n'importe quelle nouveauté Old World ou Horus Heresy, les kits sont immaculés. Mais parfois, on a vraiment des vraies surprises sur les moules, qui ont un peu duré dans le temps. Si vous achetez en 2025 de la Death Corp of Krieg, si tant est qu'elle existe encore, vous allez avoir des trucs dégueulasses. Moi, j'ai déjà eu sous les yeux des trucs Forge World, mais waouh, avec des lignes de moulage mais géantes qui te traversent le visage du gars. T'es là, mais en fait, c'est inexploitable ce truc. Donc, tu vois, il y avait quelques inquiétudes par rapport à un Titan Warlord. Là, vu qu'on est au plus haut de la gamme, en fait, c'est impeccable.
impeccable. Le niveau de finition, il est monstrueux. Les barbages, les traces de moulage et tout, honnêtement, ça m'a pas pris longtemps. Elles étaient propres en vérité. Elles étaient justement sans bavure. Il n'y avait pas de ligne des barbages qui partaient en couille le long de la figurine. Non, là, franchement, j'ai eu que des belles lignes droites, des trucs assez faciles à ébarber, mais néanmoins, il faut quand même parfois sortir un peu l'artillerie. Et à ce titre, ma petite Dremel, hein, avec différentes petites brosses de ponçage, elle m'a été assez précieuse. Donc bah il y a beaucoup de machines déjà en place, tu vois. Tout ça, je le fais dehors. Honnêtement, j'en ai profité. C'était la belle saison. Je me suis mis sur ma grande table de terrasse et puis bah, j'ai fait ça dehors, j'étais tout bien avec la petite binouse et tout, ça s'est bien passé. Bon, néanmoins on était quand même dans la partie assez chiante et commence bien naturellement le montage. Donc l'assemblage, c'est un truc qui m'a pris une semaine entière à plein temps. Mais quand je dis une semaine entière, c'est 7 jours, hein. Donc on est sur à peu près une cinquantaine, soixantaine d'heures uniquement pour le montage, sans le socle, juste pour définir vraiment l'assemblage du Titan Warlord entier. Un Titan sur lequel, naturellement, je n'allais coller aucune plaque d'armure, hein, comme pour la peinture d'un Imperial Knight. On peint tout simplement le squelette tout seul, les plaques tout seul, et ensuite seulement on colle. Donc là, en fait, je vous parle uniquement de l'assemblage du squelette. L'assemblage des plaques, voilà, c'est juste des plaques qu'on pose sur une armature, il n'y a rien de définitif à en faire. Avant cette étape-là, il m'a fallu quand même faire un peu d'ajustement sur, par exemple, les plaques un peu courbes, un peu gondolées. D'expérience, je sais que ces plaques courbes, en fait, généralement, le simple fait qu'elles soient en résine, elles ont été en fait soumises à différents facteurs liés à la température, au transport, etc. En général, il faut les redresser un petit coup, les réajuster. Donc ça, bah, pour ça, on s'arme d'un sèche-cheveux pour vérifier que les pièces rentrent bien les unes dans les autres, et si c'est pas le cas, eh bien on chauffe de ouf la pièce en résine, on la tord un peu jusqu'à ce qu'elle soit nickel, et là, blam, on la plonge dans de l'eau glacée, ce qui la fige dans la même position à tout jamais. Donc étape quand même assez nécessaire de redresser certaines pièces en résine. Donc l'assemblage commence et ben, je suis malheureusement obligé de commencer par le plus dur. Et le plus dur, eh bien, ce sont les jambes. Parce que ce sont ces jambes qui vont définir la posture initiale de votre titan. Et c'est également la partie dans laquelle il y a le plus de pièces et le plus de pièces fragiles. Faut vous imaginer que ce titan-là qui doit peser plus de 20 kilos, finalement, il ne tient que sur deux petites rotules du bas des tibias qui sont reliées aux pieds. Ce sont deux petites boules qui vont être chargées en fait de retenir la masse intégrale de la figurine. Donc là, faut vraiment pas se chier dessus. Idem au niveau des genoux, les rotules sont des points assez fragiles. Donc là, bah, j'ai vite compris que tout ça, il fallait le percer, le contre-percer et pas avec du fil de fer, avec de la grosse tige en laiton de 3 à 5 mm selon les pièces. Donc ça commence par une espèce de préassemblage où on essaie de faire tenir debout la paire de jambes en lui donnant à peu près la posture que l'on veut. Donc là, à ce titre, moi j'ai utilisé par exemple des marqueurs indélébiles où je notais carrément sur la figurine en résine les points coïncidents d'une pièce à l'autre avec des petits systèmes de points noirs. Comme ça, je savais ensuite où j'allais. Et donc, bah, a commencé ce long chantier de perçage, contre-perçage et tout. Et je peux vous dire que quand vous enfoncez un forêt de 5 mm dans une grosse pièce en résine de titan qui coûte une burne, bah, il y a quand même une solide goutte au front, hein, les gars. C'était une nouveauté pour moi et je peux vous dire que j'étais pas rassuré de ouf. Néanmoins, j'ai vu assez rapidement que la résine demeurait quand même un matériau assez tendre avec lequel finalement on pouvait bosser assez facilement. Cependant, un matériau également avec lequel on n'avait pas le moindre droit à l'erreur. Si votre tigeage était mal fait, eh ben là, pour redéfinir un conduit de perçage qui n'empiète pas sur le précédent, donc ça j'ai eu le droit une fois sur une rotule justement.
Là, c'était le stress, hein. C'était le stress, les gars, parce qu'on dit merde, putain, du coup, il y a un peu de jeu, la tige, elle flotte. Donc là, bon, on se démerde, on bourre le truc avec de la colle époxy et on essaie de s'en sortir comme ça. Donc, les jambes, très dures. À vrai dire, je ne vais pas vous détailler toutes les pièces, mais s'il faut retenir une chose, c'est que la moindre de ces pièces est tigée, mais parfois massivement. Par exemple, sur les pièces d'épaule qui sont reliées au torse de la machine, sur ces pièces d'épaule va pendouiller un bras entier qui doit peser entre 5 et 6 kilos. Là, si tu veux, il faut du lourd, quoi. Donc, ces pièces d'épaule, c'est simple, il y a 6 tiges qui les traversent de part en part. Donc très très difficile parfois à assembler ce type de pièces où j'ai dû faire un système d'empreinte directement sur la figurine. Par exemple, je collais une large bande de pâte à modeler là où je devais coller ma figurine. Cette pièce, je la perçais de partout. Ensuite, je l'assemble au torse, j'appuie très fort pour que la pâte à modeler me révèle les endroits où le perçage devait avoir lieu. Voilà, ça c'est un truc que j'ai trouvé tout seul. J'ai même pas compris comment il a fait l'anglais sur YouTube là. Bref, il y a eu des trucs où j'ai dû jouer un peu la débrouille et régulièrement il fallait avoir des idées. Donc en fait, cette expérience là totale de montage qui a duré une énorme semaine, j'avais vraiment le sentiment d'être un putain d'ingénieur, quoi. Un ingénieur en bâtiment ou en aéronautique, je ne sais pas trop, mais la construction de ce truc allait tellement loin en fait dans le défi physique qu'on se dit putain, mais ouais, c'était vraiment une vraie expérience, quoi. Mais néanmoins, qui s'est très bien passé du début à la fin, y compris sur les trucs les plus pointus. Par exemple, à un moment, je me suis rendu compte que ok, le Titan, c'est le même modèle qu'un Imperial Knight. Voilà, vous avez une structure d'épaule et ensuite le bras entier avec l'arme, en fait, elle se clipse par le dessous. Et là, tu te dis, ok, si je tige le dessous, j'ai un tigeage vertical, mais il n'y a aucun tigeage qui ne va empêcher ma pièce de tomber sous l'effet de la gravité. Et là, en fait, faut contre-percer, mais horizontalement. Et donc, à plusieurs endroits dans mon Titan, j'ai dû carrément percer la structure, quoi. C'est-à-dire, même pas sur des points d'assemblage ni rien, non, vraiment faire un gros trou dedans, et ensuite faire rentrer une tige en métal que j'ai gommé avec un peu de millipute en surface pour masquer ce genre de cochonnerie. Mais à vrai dire, je n'avais pas le choix, quoi. Si vous voulez une structure durable où des pièces très lourdes tiennent sous l'effet de la gravité, il n'y a pas du tout le choix. Il faut faire comme ça. Donc, énorme défi. J'ai complètement squeezé l'étape aimantation. Je sais que des gars, en fait, aimantent leur Titan. Mais là on parle d'aimant, les gars. C'est de l'électro-aimant surpuissant qui coûte une fortune, d'ailleurs. Mais j'ai pas voulu jouer ce jeu-là. Moi, j'ai absolument tout collé. Je me voyais pas en fait racheter des armes chez Forge World pour varier les plaisirs, tu vois. Le billet d'entrée était déjà assez violent, on va s'arrêter là. Donc le bilan de cette semaine de montage assez dingue, c'était quoi ? C'était la première fois que j'ai enfoncé des énormes vis dans une maquette. Et là, je te parle de vis, des trucs de 7 cm, hein. Des grosses vis à bois. Pour les jambes, quand j'ai voulu solidifier le tout au maximum, je me suis dit, attends, nique sa mère, faut que je lui mette une vis dans le cul, quoi. J'ai pas eu d'autre choix que ça, c'est... Donc là, vraiment, une énorme vis qui traverse de part en part mon Titan au niveau des couilles. Ça traverse les deux hautes jambes et les couilles, en fait. Ça traverse de part en part la figurine. Donc là, encore une fois, un peu de green stuff pour combler tout ça. Et le bilan... ça a été également plus de 100 € de colle. Ouais. Plus de 100 € de colle. Des pots de super glue, j'en ai bouffé un paquet. Et la colle époxy, est une colle très très chère. C'est à peu près 10 € l'espèce de seringue là. Je prenais des grosses seringues de chez Loctite ou de chez Gorilla Glue. Mais putain, plus de 100 € de colle pour ce truc là. Donc quand même un autre énorme investissement. Et un détail qui allait largement me pourrir la vie, c'est que j'avais décidé de mettre mon Titan, pas avec les deux pieds sur le sol, à vrai dire. Je l'ai fait un peu fléchir la jambe pour qu'il écrase une espèce de bunker avec son gros panard. Ça, c'est un choix. Si je devais le refaire, je le referais pas. Si vous faites un truc de cette taille-là,
mettez-lui les 2 pieds bien au sol. Parce que là, ce choix-là d'avoir mis le pied sur un bunker imprimé en résine, mais une résine cette fois qui n'avait rien à voir parce que c'était du PLA, putain, ça m'a coûté un nombre d'heures absolument démentiel pour ensuite en faire quelque chose de solide et qui aille sur le socle. Et ben, ça tombe bien, le socle, c'était la prochaine étape du projet. Pour ce socle, eh bien, j'avais plusieurs options qui se présentaient à moi. Il y a des gars qui font ça de manière très différente. Déjà, la plupart des gens, en fait, ils assemblent leur Warlord sans socle. Mais mec, sans socle, tu lui donnes une pichenette dans le dos, il se retrouve le nez par terre. Enfin, moi, il n'y avait pas moyen que je fasse ça. Là, en fait, j'étais en train de bâtir un truc qui probablement allait me suivre toute ma vie. Maintenant, voilà, hein, il est sur ma table. Je crois qu'il n'est pas prêt d'en partir. Il va rester là jusqu'à ma mort. Donc, il me fallait quand même quelque chose de sécurisant, quelque chose de lourd, quelque chose qui tienne. Ni une, ni deux, je vais chez l'ébéniste du village et je lui demande un socle assez gros. J'ai choisi de le faire en médium, parce qu'il avait de l'excellent médium en chute sous la main, donc j'allais pas me priver. Donc un socle bien rond. À vrai dire, il est gigantesque. Il est beaucoup trop gros. C'est un décor à lui tout seul, hein, mon socle. Il est beaucoup trop gros. J'aurais pu faire un simple ovale, mais ça a quand même un prix à payer sur la stabilité. Un énorme rond, en fait un énorme disque, sera toujours plus stable qu'un ovale. Donc déjà, ça rend mon titan injouable, hein, parce que si une figurine doit se mettre socle à socle avec lui, bah en vrai, il est très loin. Il est très loin, donc c'est complètement con. Mais bah, du coup, en fait, ce socle géant, et c'est vrai que quand l'ébéniste m'a appelé pour venir chercher mon truc, j'ai vu la taille du machin, j'ai fait « Non mais je suis débile ». Le truc, en fait 2 fois la taille qu'il faudrait. Donc, c'est simple, j'ai beaucoup de place sur ce socle. Il y a à peine 5% de l'espace qui est pris par les pieds du titan. C'est absolument débile. J'ai fait un socle beaucoup trop gros. Bah, néanmoins, il était fait, donc j'allais pas le faire refaire. Là encore, ça a été un investissement. Vous commencez à voir la douille, hein. Ce cadeau empoisonné. Vous commencez à voir la douille. Donc, ok, j'ai un socle géant, donc je me suis dit, bah ok, on va faire un vrai décor, quoi. Donc déjà, la première étape, ça a été de poser le titan dessus. Donc là, comme je vous l'ai dit, bah, c'était la grosse galère à faire le raccord entre le pied du titan qui était posé sur une structure creuse, c'est ça la grosse connerie, et en fait le socle. J'ai pas eu d'autre choix que de remplir complètement cette structure creuse avec du plâtre, mais genre du vrai plâtre, hein, pas du peintre de modélisme, du plâtre de bâtiment. J'ai dû le remplir, donc j'ai dû mettre mon titan à l'envers, tu vois, il avait la tronche sur un oreiller, il avait les pieds en l'air, c'était complètement stupide. Donc je remplis le décor avec du plâtre pour ensuite que je puisse lui enfoncer des grosses vis qui le relient au socle. Ah putain, mais c'était une vraie galère, hein. C'était une vraie galère. Donc là encore, une quantité de matériel qui y est passé, laisse tomber, hein. La tonne de colle que j'ai dû mettre pour faire tenir le truc, plus les vis, plus du tigeage et tout. Waouh, ça c'était encore une fois de la grosse gitanerie d'ingénieur, c'était n'importe quoi. Néanmoins, il était dessus, j'ai pu m'atteler au socle. Donc le socle, je l'ai fait avec du dénivelé, j'ai voulu mettre un peu de niveau, donc là, bah, le grand classique, les plaques de polystyrène, néanmoins qui ne s'effritent pas, hein, je me rappelle plus le nom, expansé il me semble. Donc du polystyrène comme ça, qu'on coupe au cutter pour créer de la pente, pour créer différents niveaux sur le socle de la figurine. Et ensuite, bah, je suis allé dans ma boîte à radio et j'ai vu ce que j'avais en fait qui traînait en décor Warhammer 40 000. Donc il y avait un peu de tout, il y avait des trucs qu'on m'avait filés, des anciennes collections Conquest. J'avais pas mal de petits modules qui venaient d'une Kill Team, d'autres trucs qui venaient de la gamme en fait Mechanicus, il me semble. Bon bref, j'ai rassemblé tout un tas de machins en plastique et je me suis amusé à les planter directement dans le polystyrène. Le but était de faire une espèce de manufactorum en ruine. Donc en fait, typiquement, le truc le plus générique qu'on puisse présenté à 40K, mais néanmoins ça lui allait très bien. Sur ce socle, du coup, bah, il y aurait des petits effets de lumière plus tard, parce que j'ai mis des petites conduites à plasma, etc. Donc ensuite, naturellement, une fois ça fait, bah, c'est la grosse tartinade, hein. La grosse tartinade de plâtre, j'ai tout réenduit de plâtre, je voulais tout simplement que le truc soit solide. Donc là, en termes de poids,
on commence à être sur un gros bébé, hein. Je ne l'ai pas pesé dans son intégralité, mais pour l'avoir souvent porté à bout de bras, on est au-delà des 30 kilos. Ça, c'est sûr. On est au-delà des 30 kilos et le socle à lui seul, putain, il fait son poids, hein. Il fait son poids, le mec. Donc, tout réenduit de plâtre. Ensuite, des gravats qui viennent de mon jardin, du sable qui vient de mon jardin aussi. On solidifie la chose au maximum avec de la colle PVA diluée, par exemple. J'ai mis d'autres trucs, je me rappelle plus bien, hein. Là, je vous parle d'un truc que j'ai fait il y a plus d'1 an et demi maintenant, hein. Les souvenirs sont un peu flous. Mais néanmoins, voilà, le travail du socle, c'est un truc qui m'a pris peut-être une trentaine d'heures maximum, ouais, putain, vingtaine, trentaine d'heures peut-être. En vérité, c'est pas tant de travail, mais par contre, on est complètement pris par le temps, par rapport au temps de séchage. Le plâtre, les différents types de colle, les différents enduits, les gravats. Ensuite, on fait le sable. Ensuite, on retartine par-dessus pour un peu cimenter la chose. Tout ça, en fait, c'est des temps de séchage assez énormes, hein. Le truc a dû s'étaler sur 2 bonnes semaines, il me semble. Donc vous l'aurez compris, à cette heure du chantier, nous devons être en octobre-novembre 2023. La partie modélisme est terminée. Déjà, j'allais prendre une bonne pause, clairement. J'allais prendre une bonne pause. C'était en peinture, j'avais pas mal de trucs à faire à l'époque. J'avais beaucoup de bleu dans le gel. Non, je devais finir mes custodes, il me semble. Donc je me suis dit, allez, je vais me mettre sur autre chose avant d'attaquer la peinture. Parce que là, tout simplement, j'allais avoir besoin de beaucoup de temps pour conceptualiser la chose. La peinture, j'allais pas la faire à l'arrache. Il me fallait un plan. Donc j'avais quelque chose en tête. La thématique en fait de mon Titan, du moins telle qu'elle a été pensée au début, c'était de jouer sur le contraste chaud et froid. Je voulais, sur cette figurine, avoir des sources d'énergie brûlantes et d'autres, en fait, parties de la figurine très froides. Donc, la chose s'est faite assez naturellement. Pour la partie très froide, ça allait être tout simplement, d'une part, le socle qui allait être très sombre, très austère, et d'autre part, la structure métallique, le squelette, que je voulais faire dans un acier très froid. Donc cet acier très froid, je l'avais déjà bossé par exemple sur mes Custodes ou sur mes Zika, donc je savais faire, pas trop d'inquiétude à ce sujet. Ensuite, naturellement, il fallait que je donne finalement le cap de détail que je voulais atteindre. Ce cap-là, c'est simple pour toutes les parties du projet. Je l'ai toujours mis le plus haut possible. Et je suis assez fier de dire ça, c'est qu'en fait, sur un Titan, je n'ai pas fait le moindre compromis. Il n'y a aucune pièce que je n'ai pas peinte. Il n'y a rien, en fait, qui est échappé à mon pinceau, à mon schéma de couleur. Je suis allé au bout du délire parce que là, si vous voulez, ça a été une époque où je regardais beaucoup de Titans en ligne, principalement sur le groupe Facebook de Richard, là, dont je vous ai parlé. Et je m'apercevais que, putain, ça allait pas bien loin, en fait, hein, la peinture de Titan. Il y a énormément de gens pour qui ça consistait à bomber le squelette en métal, à foutre un lavis, ensuite à bomber, mais carrément avec des bombes de couleur, hein, les différentes plaques d'armure. Donc, en fait, on se retrouve avec des grands aplats de couleur mat. Et ensuite, on fait toute la partie trim au pinceau avec un lavis. Pour une énorme partie des Titans que j'ai vus sur Internet, les choses n'allaient pas plus loin que ça. Le degré en fait d'ambition supérieure consistait à reproduire un schéma de Legio Titanica, donc une maison bien connue des légions titaniques. Donc ça peut être Ocedax, Astorum, il y en a des dizaines, il y en a des très très stylés. Donc là, la reproduction de ce genre de modèle-là, ça demande quand même un niveau de peinture largement supérieur qui allait faire intervenir, là encore, des techniques supplémentaires et principalement du masquage. Parce que ces grandes plaques d'armure, elles comportent plein d'héraldiques, plein de schémas en fait découpés qui allaient naturellement impliquer l'utilisation de masquage sous toutes ses formes, c'est-à-dire de la pâte de masquage, du ruban de masquage. Bref, il allait falloir la jouer finaude. Donc dès lors qu'on commence à s'intéresser à ce genre de schéma plus complexe, il y a des choses importantes à théoriser. Par exemple, quand vous avez une pièce bleue et blanche, quelle couleur faites-vous en premier ? Est-ce que vous faites la blanche ou la bleue ? Ensuite, laquelle des deux allez-vous masquer pour faire l'autre ? Ce genre de question, en fait, il est fondamental parce que c'est ce qui va définir tout votre process. Donc moi, je m'étais dit, ok, je veux un Titan Warlord bleu, blanc, rouge.
Voilà, c'était un choix. Je me suis dit, de toute manière, ce truc va être l'égérie du podcast Wargamic le plus beauf du game. Hein. Donc, il fallait que je le fasse bleu, blanc, rouge. Et en fait, tout simplement, j'adore ces couleurs. Je trouve qu'elles vont très, très bien ensemble. Donc, je voyais une dominante blanche, tranchée avec un bleu, mais très azur. Et ça et là, des pointes très violentes de rouge sang. Du rouge, il n'y en a pas beaucoup sur mon Titan, mais néanmoins, on le voit fort. Donc, je voulais ça. Je voulais un schéma bleu, blanc, rouge. Ensuite, je me suis intéressé à une Legio qui allait ressembler un petit peu à ça pour au final partir sur un truc complètement custom. Mon découpage, c'est moi qui allais le créer. Mon schéma de couleur, c'est moi qui allais le créer. Donc, je me suis mis à imprimer en fait des templates de Titan qui viennent du jeu Adeptus Titanicus où vous avez ça pour bosser votre schéma de couleur. Donc c'est parti, avec des crayons de couleur, j'ai commencé à découper mon Titan un petit peu. Néanmoins, tout ça, c'était du prévisionnel et une fois que je me suis retrouvé sur le terrain, il y a eu une belle part d'instinct qui est entrée en compte. Donc je commençais plus ou moins à définir ma méthode de travail. Donc c'est une méthode naturellement qui allait faire une large part à l'aérographe. C'est tout simplement fait pour ça, la peinture de grosses pièces. Je voulais des beaux dégradés partout. Je voulais également mettre le paquet sur le weathering. Ça également c'est quelque chose que j'ai peu retrouvé sur tous les titans de l'internet. C'est vraiment la partie weathering, battle damage. Donc je voulais plusieurs types de weathering. Je voulais de la crasse. Je voulais de la rouille, je voulais des coulures d'huile et tout simplement tout un tas de petits éclats de peinture qui, en fait, quand on regarde de près, forment une espèce de constellation. Voilà, je voulais en fait ces différentes couches de weathering. J'aurais pu en ajouter, hein. Il y a plein de trucs. Par exemple, je sais que Rémi, chez Sales Figurines, il fait par exemple des traces de feu. Sur ses plaques d'armure, il va faire une espèce de petite auréole noire un peu brûlée avec un peu de marron. Ça simule par exemple le fait qu'il y a un missile qui est rebondi sur votre blindage. C'est très sympa, mais néanmoins je voulais pas trop en faire non plus. J'ai décidé d'en rester là. Par contre, il y avait un truc, je me suis dit, il est intolérable de faire les trims, en fait toute la partie dorée, donc le découpage de toutes les plaques. Ça, je me suis dit, non, mec, il n'y a pas moyen, je fais pas ça au pinceau. Tout simplement parce que je n'aime pas le rendu. Il y a parfois des titans hyper chiadés sur leur plaque d'armure et on voit qu'ils sont découpés avec un or le plus con du monde, quoi. C'est-à-dire un or avec un petit lavis et tous les rivets faits à l'argent. Moi, j'avais pas envie de faire ça. Je trouve pas ça beau. Je trouve que ça tire en fait la plupart des figurines vers le bas. Donc j'ai commencé à théoriser une idée folle qui aurait consisté à faire tous les trims à l'aéro. Je sortais en fait de mon expérience custodes et les custodes m'ont appris quelque chose, c'est que du doré, dedans on peut mettre du violet, du bleu, du turquoise, du brun, du magenta. En gros, on peut faire tout ce qu'on veut et donner toutes les nuances possibles à de l'or. Je me suis mis à faire des recherches et je suis tombé sur un type assez fou qui s'appelle Dan Osborne. Le mec est tout simplement un peintre de titan. Il est dans les petits papiers de Game Workshop parce qu'il est strictement invité à tous les événements officiels. Il fait partie du Titan Owner Club et donc je me suis intéressé à comment il travaillait et je lui ai même écrit. Le mec, il m'a appris plein de trucs, notamment l'utilisation de quelque chose qui allait complètement changer ma vie parce que depuis, je l'ai appliqué sur énormément d'armées, c'est le liquide de masquage. C'est une espèce de liquide bleu, un peu résineux, qu'on étale en fait sur des plaques de blindage avec une petite spatule et qui va pouvoir, en fait, une fois votre plaque d'armure faite, vous mettez du liquide masquage partout, hormis les bordures, et voilà, votre plaque d'armure est protégée intégralement. Vous pouvez faire, en fait, toutes vos trims en or à l'aéro et là tu peux te lâcher. Là dans les ombres tu mets du bleu, du violet, du brun, dans les lumières tu mets de l'argent, du turquoise, tu fais ce que tu veux. Le rendu il est juste dingue. Je me suis dit ok, c'est exactement ce que je vais faire. Dernière partie de la conceptualisation et pas des moindres, eh bien ça a été la partie des calcomanies. Et ça les gars je l'ai pas vu venir. Ça m'a demandé énormément de travail. J'ai contacté un gars
un japonais qui est sur Instagram qui s'appelle Scumbag Custom. Ouais, Scumbag, bah écoutez, il a choisi son nom de scène. Hein. Et donc Scumbag Custom, c'est une star en fait parmi les peintres de Titan, parce que le mec il peut tout faire. Si vous cherchez par exemple des planches de décalcomanie immenses pour faire de la Legio Astorum, hein, cette fameuse Legio avec des constellations qui ornent ses plaques de blindage, il sait faire. Moi, je me suis dit, ok, je suis parti sur une Legio custom, et ben je vais faire des décalcos custom. Donc sur conseil de cet ami-là, qui s'est montré, on va le dire, extrêmement chiant. En fait, il est extrêmement pointu et donc extrêmement chiant. En fait, il m'a réclamé énormément de travail. Si vous voulez, le mec, il travaille pas avec n'importe quoi. Il lui faut le bon format, la bonne définition, la bonne résolution, la bonne taille en pixels. En gros, il y avait tout ça à faire avant de lui envoyer un dossier complet. Et je lui ai réellement envoyé un dossier complet. On parle d'un PDF qui faisait pas loin d'une dizaine de pages avec finalement tout le projet. Comment je voyais le truc, quels étaient les types de police que je privilégiais, quelle était l'héraldique un peu d'obédience médiévale que je voulais. Enfin, c'était vraiment un énorme boulot. Donc, il y avait cette partie-là, le dossier. Ensuite, plein d'éléments en images, naturellement. Et à partir de là, une longue discussion a eu lieu entre lui et moi pour peaufiner le résultat. Ça paraît pas, hein, vous allez voir mon Titan, vous allez vous dire, ouais, les décalcos, ils sont un peu pétés, tu vois. On est sur c'est vrai que j'ai choisi des héraldiques assez classiques, hein, tout ce qui se réfère, en fait, finalement, c'est pas mal axé guerre de 100 ans, tout ça. On a des lions, on a des épées, on a des clés, on a finalement des grands classiques, en fait, de l'imagerie médiévale, quoi. Mais ça a demandé énormément de temps, tout ça. Il me fallait énormément de texte également, et naturellement, dans la foulée, j'ai mis quelques bêtises. J'ai mis le logo Rural-Hammer, j'ai mis des petites citations de Gaulle, j'ai mis n'importe quoi. Hein. Bon, le mec, on parle d'un titan bleu, blanc, rouge, voilà, ça pouvait pas finir autrement, il fallait rigoler également un petit peu. Donc voilà, cette partie-là a eu lieu, ça a encore coûté plus de 100 €, les décalcomanies, ça a mis plus de 6 mois à arriver. Le mec, en fait, a une file d'attente de taf absolument énorme. 6 mois d'attente pour un truc qui nous vient tout droit du Japon. Et j'étais prêt. J'étais prêt et donc j'ai commencé la peinture. C'était parti. J'ai commencé naturellement par la partie squelette et socle. À vrai dire, sur le socle, j'ai pas grand chose à en dire. On est sur du très très grand classique. Ouais, je vous l'ai pas dit, mais naturellement, pour sous-coucher, j'allais pas utiliser mon aéro, sinon j'allais y passer 4 jours entiers. J'ai donc utilisé des bombes Citadel. Et donc, le sous-couchage du socle, du squelette et de toutes les plaques d'armure, combien de bombes ? Eh bien, j'en ai fait plus de 3. Plus de 3 bombes, 3,5 à peu près. On y est, les gars, c'est 50 € de sous-couche, un Titan Warlord. La douille, hein ? On en parle de la douille ou pas ? 50 € de sous-couche, tout va bien. Mais, c'était indispensable. C'était indispensable. Ça, à l'aéro, non, même pas j'essaye. En vrai, ce serait mais tellement trop long. Déjà, sous-coucher un Land Raider à l'aéro, c'est long. C'est vraiment très long, il faut l'accepter. Hein. L'aéro hors sous-couche, c'est beaucoup plus long. Mais le rendu est infiniment meilleur. Néanmoins, là, on faisait du chantier, donc il fallait que ce soit épais et costaud. Donc, la peinture commence. Le socle, j'ai rien de spécial à en dire. On est sur des techniques d'aéro très basiques. Base, éclaircissement, un peu d'ombrage, un peu d'ajout de teinte. J'ai fait les différents éléments dans un rouge sombre que j'ai éclairé un peu à l'orange. Néanmoins, il a fallu faire tous les métalliques au pinceau. Ça, c'était très long. Parlons plutôt du squelette. Le squelette, du coup, ça a été une énorme base d'acier froid. Donc, j'utilise du gunmetal de chez Valero, à vrai dire, à chaque fois que je pars de l'acier. Hein. Et ensuite, commencer la partie créative, où là, j'ai commencé à ajouter pas mal d'encre dans les ombres. Donc, plusieurs types d'encre, comme je vous l'ai dit, brun, bleu, violet. Moi, j'aime bien ces teintes-là. Ça donnait une belle variance, une belle brillance. J'étais très content. Ensuite, hop, je commence à spotter les lumières. Honnêtement, la peinture du squelette entier, en peinture de base, elle ne m'a demandé qu'une journée. En une journée, le truc était fait, pas dans les détails naturellement. Ensuite, naturellement, c'était l'heure du lavis. Donc là-dessus, je mets un gros lavis Valero FX Wash. En gros, c'est un genre de Nuln Oil en mieux. Et là,
première surprise, c'est pas la dernière. Première surprise, la structure, en fait, elle boit. C'est-à-dire que mon lavis, il ne coule pas dans les creux. L'intégralité de la surface le boit. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas censé arriver. C'est pas censé arriver. En plus, moi, je vernis. En fait, là, je voulais pas spécifier, mais à chaque étape de travail sur des figurines de cette pièce, je vernis. Chaque couche, chaque étape, je vernis. Mes encres, je les ai vernis. Mon métal, je l'ai verni. Donc tu dis, putain, le truc, il y a une bonne couche de vernis dessus quand même. Et ben, ça n'a pas empêché au squelette de tout boire. Et là, je me dis, oh, enculé. Ok, parce que là, je me retrouve du coup avec un squelette qui devient beaucoup trop sombre. Le truc boit tout le noir de l'encre que je mets dessus. Ça devient beaucoup trop sombre. Je perds l'éclat, je perds l'argenté, je perds la brillance. Je suis en train de tout perdre. Je me dis, non, c'est pas bon. Faut recommencer. Ni une ni deux. J'ai recommencé avec une sous-couche noire brillante. Donc voilà, premier échec. Mais bon, là, je me suis dit, ok, mec, t'as perdu une journée de travail, c'est pas la mort. J'ai pas l'explication de pourquoi ça buvait autant. Est-ce que c'était la sous-couche Citadel ou est-ce que c'était dû à la résine? Une résine qui, on va le voir plus tard, m'a posé bien d'autres problèmes d'ordre physique assez inexplicables. Résine ou sous-couche, je ne sais pas, mais mon lavis, il partait complètement dans la surface, donc ça allait pas du tout. Ok, je re-sous-couche, je me achète un primer black gloss, donc là on est sur un mélange de peinture noire, donc là je repeins par-dessus, tu vois, j'allais pas m'emmerder à décaper, on est sur de la grosse pièce, on s'en fout. Les couches d'aéro que j'ai mis, c'est tellement fin qu'on peut en passer une trentaine sur une figurine sans que ça ne se voit. Je repeins par-dessus, donc black gloss. Tout de suite, je vois que ça va mieux. Je teste sur une petite surface, ok, ça va mieux. Donc je répète le process, le gunmetal, les différents types d'encre, etc. Et cette fois, je mets même une grosse couche de vernis brillant cette fois, après toutes ces étapes de travail. Je passe mon lavis, tout va bien, ça va nickel dans les creux, ça ne teinte plus rien, j'ai un bel argent bien éclatant, j'ai même poussé jusqu'au chrome pur dans les lumières. Je suis très content, mon squelette est très beau. Néanmoins, ce squelette, il y a beaucoup de détails dessus. Parce que là, j'ai un gros squelette, ok, ouais, mais il y a plein de trucs. Il y a des rivets, il y a des plaques qui sont clairement d'un métal différent. Je me suis dit, ok, je veux jouer l'alternance chaud-froid sur cette figurine. Là, j'ai un squelette très froid, je vais rajouter du chaud. J'ai donc rajouté du cuivre. Ce passage-là, de la peinture, des détails au cuivre... On était sur la souffrance. La souffrance. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une émission, mais je ne parle pas de souffrance en termes de pénibilité du travail. Je parle de souffrance physique. J'ai mon titan devant moi sur une table. Je dois faire les détails de tout le squelette avec du cuivre. Bien vite, on se rend compte que ces détails, ils vont me demander des efforts de contorsion assez énormes. Plus d'une fois, j'ai dû peindre la tête en bas. Plus d'une fois, j'ai dû peindre avec les bras en l'air. Plus d'une fois, j'ai dû peindre avec la mauvaise main. Pour atteindre certains détails, je n'ai pas eu d'autre choix que de peindre avec la main gauche. Ah, putain, qu'est-ce que c'était dur, c'était dur. Je peignais accroupi, je peignais debout, je peignais les genoux par terre, avec les bras en l'air. J'ai eu des crampes à n'en plus finir. Pourtant, tu vois, je m'entraîne à peu près tous les jours, j'ai une bonne condition physique. J'ai eu de la crampe de partout, de la crampe de poignet, de la crampe dans les mollets, dans les tibias, tellement je devais adopter des poses, mais très très contraignantes physiquement. Bref, ça c'était vraiment très dur. Néanmoins, j'y suis arrivé. Et ensuite, on se dit, ok, j'ai une belle base, tout est passé au lavis. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un véritable surlignage sur ce titan? Et est-ce qu'on fait tous les rivets? Les rivets, vous savez, ces tout petits points là, comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'il a fallu définir un cap, c'était le cap c'était le cap de la plus grande douleur. Et j'ai tout fait, ouais, j'ai tout fait. J'ai fait absolument tous les rivets de mon squelette de Titan Warlord avec du chrome ou avec un cuivre très rose sur les parties en cuivre. J'ai fait tous les rivets.
Pour la partie surlignage, j'ai opté pour une espèce de mix. J'ai fait du brossage à sec vraiment sur les parties les plus vulgaires, en fait, les plus liées à de la machinerie. Donc là, en fait, un brossage à sec rendra toujours mieux qu'un surlignage sur ce genre de partie-là. Donc un mix brossage à sec avec de l'Iron Warrior, sublimé par quelques traits, en fait, faits au chrome pur, comme j'ai fait les rivets. Tout ça, les gars, ça m'a pris plusieurs jours. Les rivets, en fait, c'est pas compliqué, hein. Tu mets un petit peu de peinture sur des petits points. Poc, 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 poc. Je sais pas combien il y en a sur ce Titan. Je crois qu'il y en a largement plus de 1000. Ouais, c'est une évidence. Là, sous mes yeux, j'ai certaines pièces. Il y en a une soixantaine sur une seule pièce. Donc là, vous imaginez bien que c'est pas loin, c'est plus de 80 pièces en tout, je crois, le Titan. Donc tous les rivets au chrome. Allez, poc, 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 poc. On souffre, mais on est bien quand même. Le squelette est fini. Le squelette est fini. La dernière partie a été extrêmement dure, mais il est fini. Et le socle, eh bien, le socle, tout simplement, je me suis dit, ça, je finirai à la fin quand le Titan sera dessus avec toutes ces plaques d'armure. On verra ça plus tard. Après tout ça, eh bien, je me suis accordé une nouvelle pause, les mecs, une nouvelle pause. Ouais, je me suis mis à repeindre autre chose, des Blue Angel, machin truc. Ce qui nous amène, eh bien, en février de cette année, j'avais commencé ma Death Guard. Puis, après la peinture de mon premier gros lot, je me suis dit, allez, c'est l'heure. On reprend le Titan, ça fait des mois que j'y ai pas touché, c'est parti. Et donc, là, devant moi, se profilait ce que j'imaginais être une autoroute du fun. C'était la peinture des plaques d'armure. Là, j'étais fondamentalement très, très excité. Le schéma était fait, la moindre héraldique, elle était dessinée, même les emplacements des décalcos, ils avaient été à l'étude. En gros, c'est parti mon kiki, quoi. Donc c'est parti, je commence à peindre mes premières pièces en blanc, d'autres en bleu, donc je vous ai dit, hein, suivant le découpage que j'allais faire dessus. J'y passe à peu près 4-5 jours, je fais toutes mes couches de base et même je fais le premier withering qui consiste en fait à faire du sponging sur toute la surface pour donner cet effet un peu émaillé et cracra. Toutes mes couches de base sont faites. Maintenant, on passe à l'héraldique et naturellement, je commence à déployer sur mes pièces mes petits rubans de masquage de marque Tamiya, hein, des trucs que j'avais déjà utilisés plein de fois hein, sur mes Imperial Knight. Oui, je vous l'ai pas dit. Mais ce Titan, en fait, il a eu une figurine bêta test. C'était un Imperial Knight. J'en ai peint 3. Au dernier semestre 2024, j'en ai peint 3. J'ai fait 2 petits armiégeurs et un gros IK là, que j'allais jouer avec mes custos. Ces trucs, en fait, m'ont servi de laboratoire pour la peinture de mon Titan. Ils ont exactement le même schéma de couleur à quelques nuances près. Le squelette est dans un acier froid, il y a des effets chauds. Le doré, je l'ai entièrement fait avec le liquide de masquage et tout, et j'ai vu que ça marchait très bien et j'étais très content. L'héraldique, je l'ai fait avec des rubans. Voilà, en gros, c'était mon bêta test Titan, cette petite section d'IK que j'ai fait avec énormément de plaisir. Donc je me suis dit, ok, je vais renouveler ce plaisir, mais sur du gros, putain, du gros. Là, on était en février 2025, je me suis dit, ok, en mars, il est terminé le truc. Donc je mets mes rubans et blablabla, je commence à découper mes formes, tu vois, la grosse confiance et tout. J'enlève le ruban, et là, mon monde s'écroule. Sous mes rubans, je vois, la résine, tout est parti. Encore une fois, j'avais verni les différentes couches, j'avais verni avant le masquage, voilà. J'avais tout verni, il y avait une grosse dose de sous-couche dessus, sous mes rubans, la résine. Je vérifie, est-ce que c'est sur une seule pièce? Est-ce que c'est sur toutes les pièces? Je vois que c'est sur certaines pièces et pas d'autres. Je me dis, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon monde s'effondre. Et là, on a déjà pu parler quelque part de Hobby Burnout. Hein. C'était le Land Rider qui avait fait une émission à ce sujet. Là, les gars, croyez-moi que j'étais dans un état... Ah putain, c'était pas beau à voir. J'en ai parlé... avec la chanoinesse de Notre-Dame des Carabistouilles, elle m'a dit « Putain, tu sais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, je t'ai jamais vu ni inquiet, ni stressé, sauf avec le Titan. » C'est vrai, les gars, là, moi, honnêtement,
il n'y a pas grand-chose qui me perturbe. Mais là, j'étais pas beau à voir. Honnêtement, quand j'enlevais mes scotch, que je voyais la résine, d'une part, c'était un échec en termes de technique. Je me suis dit, ok, j'ai foiré un truc. Et d'autre part, c'était la promesse de dizaines d'heures de travail à refaire. À refaire, mais aussi à défaire. Toute cette peinture sur mes pièces, il fallait que je la défasse. Quelque chose n'allait pas. Donc, je me suis mis à tester ça sur plein de pièces. Je me suis dit, ok, il y a peut-être des pièces à sauver. Donc, il y a des pièces, j'ai commencé à mettre du liquide masquage. Tu sais, le liquide masquage, c'est bien bourrin, hein. Quand tu l'enlèves, c'est clac, tu vois, ça colle de ouf, quoi. Et ben, il y a des pièces qui ont résisté et d'autres non. Je me suis dit, putain, est-ce que je vais être dans cette forme d'incertitude totale à travailler sur des pièces où finalement je ne serais pas sûr du résultat? Tu vois, théoriquement, il y avait des pièces qui marchaient très bien. Je mets un rouleau de scotch, ça part pas. Je mets le liquide de masquage, tout part. Tu te dis, mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est? Donc, il a fallu faire un choix et j'ai fait le choix de tout refaire. Donc, j'ai paumé une semaine entière de taf, à peu près une 40-50 d'heures. Hein, toutes les couches de base, les gars, là, sur des grosses plaques d'armure, c'est long. Faire des couches de base bien dégradées, c'est long. Le vernis entre chaque étape, c'est long. En gros, tout était long. Et là, je partais avec la promesse d'une chose, c'est que j'allais tout refaire, quoi. J'allais tout décaper, j'allais tout ressous-coucher, j'allais refaire toutes mes couches de base. Et après quoi? Est-ce que je vais remettre du scotch? La question s'est posée. Je me suis dit, mec, en fait, je dois être sûr. Je dois être sûr de mon coup. Si je refais ça, il faut que je sois sûr. Donc, c'est parti pour une nouvelle étape de recherche et développement. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui a merdé avec ma résine? Qu'est-ce qui a merdé? Je sais pas. Je me suis mis en quête de réponses. La plupart des gens m'ont dit que c'était tout simplement une résine mal nettoyée. Il devait rester du résidu de moule, du résidu de silicone sur les pièces, ce qui fait que la peinture n'accroche pas. Les mecs, les pièces, je leur ai foutu une véritable branlée avec de la brosse dure. Ça m'a pris une journée entière. Je vois pas dans quel monde, en fait, il pouvait rester du résidu. Et de toute manière, ça se voit à l'œil nu. Quand on a un rendu parfaitement mat, c'est qu'il reste rien dessus. Et croyez-moi, je les ai longuement observées, ces pièces. Je me suis dit, putain, en fait, c'est peut-être ça, mais je peux pas en être sûr. Donc, il allait se profiler quelque chose d'assez moche qui était un barrage net sur mon autoroute du fun. C'était un barrage. Pour l'instant, j'allais m'y arrêter parce qu'honnêtement, c'était trop dur à avaler. Je pouvais pas remettre une pièce dans la machine. Maintenant, j'avais besoin d'une pause, tout simplement. Mais après, la question, c'est OK, quand je vais reprendre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va faire pareil? Donc, je vivais, en fait, dans cette espèce d'inquiétude. Une inquiétude qui a repris 6 mois plus tard. Parce que, ouais, l'Astitan, j'y ai plus touché pendant 6 mois. C'était mort. Ça m'a mis un coup au moral, mais vraiment bourrin, quoi. Il fallait absolument que je repasse sur autre chose et je suis repassé sur ma Death Guard où là, ouais, l'autoroute du fun, elle a repris. Donc j'ai pas 6 mois de Death Guard, c'est 6 mois durant lesquels j'ai fait une armée entière. Je me suis bien vengé là-dessus et là, j'ai pas eu le moindre problème, même si c'était un projet assez usant également. Mais bref, ok, pendant 6 mois, il ne s'est plus rien passé, juste un goût amer dans la bouche. Et puis vient un petit jour d'été où j'ai pas trop d'idées sur quoi faire comme émission et je me mets à faire une émission sur ma pile de la honte. Bon, si vous l'avez écouté, vous en connaissez le dénouement. Au dernier moment de cette émission sur la pile de la honte où je vous détaille mon planning peinture pour les 27 prochaines années, je me rappelle, un facteur extérieur me rappelle que j'ai un titan à faire. Et je crois, à mon avis, je l'ai pas réécouté. Ah putain, j'aurais dû réécouter la fin, c'est vrai. Je l'ai pas réécouté cette fin là, mais j'étais réellement surpris en fait, et je me suis réellement dit, mais mec, non, en fait, arrête de faire le tir au flanc, quoi. Faut que tu y retournes. Et j'y suis retourné et il me semble genre 2 jours après, quoi. Vraiment, je m'y suis remis direct. Et ok, c'est parti. Je commande des bidons de Glanzer, je recommande des bombes de sous-couche, la douille continue,
Et c'est parti, je me mets à décaper toutes mes plaques d'armure avec la larme à l'œil. Ce décapage, est-ce que ça rentre dans le top 10 des moments les plus pénibles de ma vie? Ouais, franchement, j'ai eu des nombreuses journées de merde. Là, en l'occurrence, c'était même 2 journées. J'ai pris 2 journées entières pour tout décaper. Ouais, on était dans le top 10 de l'horreur. C'était absolument infect à faire. Ok, tu vois, tu te fais une grosse cuve avec plein de glancers dedans, tu mets ton masque à gaz, tu mets tes pièces. Et ce qui se passe, c'est que de la peinture, il y en a beaucoup. Et cette peinture qui se dissout, en fait, elle tombe au fond de la bassine et elle forme une espèce de putain de goudron. Et ce goudron, j'ai mis toutes mes pièces d'un coup, comme un abruti. J'avais vraiment une grosse bassine. Et ce goudron, putain, pour l'enlever, mais les gars, vous imaginez pas comment j'en ai chié. En fait, des bains de Glangzer, je crois que pour toutes les pièces, j'en ai fait au moins 8, je crois. Ouais. Je crois qu'il y a eu 8 passages de je plonge dans le Glangzer, je frotte et je replonge dans le Glangzer. En fait, il fallait que j'élimine le goudron, mais au fur et à mesure, la peinture formait quelque chose, une espèce de mélasse absolument infecte. Ça ressemblait vraiment à du pétrole, mais qui te colle au doigt, qui colle à la brosse, qui colle partout. Tu ne peux pas t'en défaire. C'était un vrai cauchemar. 2 jours entiers à faire ça avant d'avoir un résultat impeccable. Même Camille m'a aidé, elle a sorti, tu vois, l'acétone et tout pour récupérer les trucs les plus solidement marqués. Mais putain, mais quel enfer! Quel enfer! 2 jours infernal. Donc là, croyez-moi que je retombais dans le grand bain. Ça y est, je remettais le doigt dans la machine à souffrance. Néanmoins, c'était fait. Allez, c'est parti, on re-sous-couche. Alors, vous imaginez bien qu'après le décapage, j'ai même encore relavé avec de la colle isopropylique, avec du liquide vaisselle. En gros, mes pièces, elles étaient polies, quoi. Donc, ouais, évidemment que là, pour cette nouvelle étape, et qui allait être, j'espère, la dernière, j'ai pris un dispositif de précaution absolument délirant, à vrai dire complètement maniaque, parce que je voulais pas que l'horreur se reproduise. Là, passer 2 jours à décaper du titan, c'est simple, je me suis dit, mais jamais de la vie, je refais ça, en fait. Si ça devait réarriver demain, je rachète les plaques chez Forge World. Ok, monsieur, 1800 €, salut. Non, il était hors de question que ce truc recommence, je voulais pas retraverser ça. Donc, ok, on se montre le plus prudent du monde et c'est reparti, on sous-couche. On sous-couche, hop, je refais ce que j'ai perdu. Je refais mes pièces en blanc, je refais mes pièces en bleu, et vient naturellement l'instant de la crotte au cul ultime, le premier ruban de masquage. Donc là, je décide, ok, je vais faire une pièce. En fait, je vais faire une pièce bêta test. Donc, j'ai choisi de faire la première pièce. Elle a circulé sur les réseaux. C'est une espèce de genou, enfin une grande jambière avec son genou. Je me suis dit, ok, je vais faire cette pièce-là à fond. Les couches de base, l'héraldique, les vernis, les décalcos et même le doré. En gros, une pièce, je la finalise de A à Z. Très bien, c'est exactement ce que je fais. Et tout se passe très bien. Waouh! Là, croyez-moi les gars, après cette première pièce, j'étais véritablement heureux. Je voyais naître sous mes yeux les résultats de tout ce travail et surtout de toute cette frustration. J'avais une jambe magnifique. Les décalcos, j'étais pas au point, ils étaient pas solidement bien intégrés. Là encore, j'ai réouvert la rubrique, enfin le département recherche et développement pour parfaire ma pose des décalcos. Ça allait s'améliorer tout ça. Très bien, maintenant je suis prêt pour de la peinture en lots et donc j'ai découpé la chose en 3 lots de plaques d'armure, très naturellement les jambes, le torse et tout ce qui est au-dessus, donc en fait la tête et les épaules. Ok, ça se passe bien, les jambes, je pose les décalcos et tout, je me lâche un peu, je réinvente des trucs par rapport au schéma de couleur que j'avais un peu établi. Le weathering, je kiffe, l'usage des huiles, c'est trop bien. C'est trop bien. Je mets le liquide de masquage, je fais mon or, je retire le liquide de masquage. Tous les décalcos sont partis. Ok,
c'est la reprise de l'enfer, c'est la reprise de l'enfer. Tous les décalcos sont partis. J'ai pu en sauver quelques-uns, mais le truc a complètement accroché au liquide de masquage, alors que ça avait été décal 7, décal sol, puis revernis brillant avant les huiles, puis huile, puis vernis mat. Enfin, en gros, il y a un nombre de couches sur chaque pièce, vous imaginez pas. Là, tout se fait la malle avec le vernis brillant. Donc, je recommence tous les décalcos, encore une journée de travail de perdu. Je revernis cette fois au pinceau par-dessus. Naturellement, il n'y a plus de masque à poser, donc tout se passe bien. Mais là, je me dis, mec, je sais pas pourquoi ça a eu lieu. Ça n'avait pas eu lieu sur la première pièce, alors que j'ai rien changé à la méthode. Mais je vais plus faire ça. Je vais plus faire ça. Donc, j'ai dû changer le process, tout simplement. Maintenant, je peignais mes plaques. Je faisais mes armoiries, enfin mon héraldique. Je mettais le liquide de masquage, je faisais l'or, je rebombais mat et là seulement je faisais mes décalcos à la fin. C'était moins pratique parce que je perdais l'avantage des pièces dorées déjà entièrement finies avec du vernis brillant. Je sais pas si vous y comprenez grand chose à ce que je raconte, mais le process, voilà, je l'ai pas fait au hasard quoi. Bref, ça marchait plus, donc j'ai dû changer en fait l'ordre. Et le simple fait d'avoir changé l'ordre en fait dans le process m'a garanti la sécurité. Mais vous voyez, jusqu'au bout, il y avait quand même cette forme de... En fait, jusqu'au dernier coup de pinceau, j'ai toujours eu cette forme d'incertitude sur la peinture de mon Titan, tout simplement parce qu'il se passait des trucs qui échappait à mon savoir, à mon contrôle et même finalement à la putain de logique. Pourquoi sur une pièce ça fait ça et sur l'autre ça le fait pas? Tu te fais merde. Moi j'aime bien dans mon exercice de la peinture, ok, j'aime bien être créatif et tout, mais j'aime bien aussi que ce soit rationnel, tu vois, dans la physique des choses. Là, j'en ai été pas mal privé de rationnel. C'était pas évident du tout. Donc voilà, quand même des petits tracas ça et là, mais néanmoins rien de comparable avec cette espèce de traumatisme que j'avais subi 6 mois plus tôt. Bon, je vais vous épargner la dernière partie du chantier parce que vous l'avez vu sur les réseaux, vous avez vu le truc prendre vie. Donc cette partie plaque d'armure, j'y ai passé absolument tout mon mois d'août. Là, on est vraiment à plein temps. J'ai pas travaillé. Là, en septembre, j'ai énormément de travail, mais en août, j'ai pas travaillé du tout. J'étais tout simplement sur le Titan à plein temps. Et là, je ne vous parle que de la partie plaque d'armure, hein. Donc, la partie plaque d'armure, cette partie-là, je l'ai vraiment pas chronométrée, mais je l'ai vraiment notée. En termes de nombre d'heures passées, les gars, on est sur presque 150 heures. 150 heures de travail juste pour les plaques d'armure. Le montage, c'était 60 heures. Le socle, 20 à 30 heures. La peinture du squelette et du socle, une cinquantaine d'heures. Vous voyez un peu l'addition. On a largement dépassé le cap des 300 heures. Et honnêtement, je ne dois pas être bien loin des 400. Et en fait, cette quantité de travail, elle n'inclut pas, ce que j'ai appelé dans cette émission, la rubrique recherche et développement. Croyez-moi que des titans, j'ai littéralement passé des dizaines d'heures à en regarder, à étudier les différentes techniques, à peaufiner mes décalcomanies, à revoir mon process, mes méthodes et tout. Bref, c'était un chantier absolument, mais pharaonique et d'aucuns diront naturellement titanesque, et donc qui s'est achevé avec ce sur quoi je suis depuis une dizaine de jours, tout simplement les finitions. Des petits tuyaux par-ci par-là, les loupiottes, les OSL, quelques surlignages pour insister, en fait, pour développer les points focaux. Évidemment, quand on a une figurine si grande, on peut vraiment bosser ses points focaux. En gros, là où j'ai décidé que ton œil va aller pour regarder telle ou telle chose. C'est, à vrai dire, très ludique, très amusant de procéder comme ça. Donc, on y est. C'est fini. Mon Titan Warlord est bel et bien terminé. Et honnêtement, cette phrase-là, j'étais même pas sûr de la dire un jour. Si vous me revoyez 6 mois plus tôt, j'étais réellement très défaitiste sur l'exercice qu'allait être la peinture de mon Titan. À vrai dire, je me suis dit que, ok, il y a une option
plausible qui va consister en fait à abandonner le process que j'avais en tête. Mon process qui consistait à faire tout l'or à l'aéro et à faire des ajouts de teinte et avoir des portions de figurines vernis brillant et d'autres vernis mat avec du froid et du chaud. Putain, mais en fait, ça m'aurait fait tellement mal au cœur d'abandonner ce truc-là. Et maintenant que le mot est dit, cœur, bah, en fait, c'est exactement ça. Ça, c'est un projet de cœur. C'est un projet que je dois aux êtres que je préfère le plus au monde. Ma chérie, mes meilleurs amis, bah, voilà, là, en fait, tout le long de cette peinture, quand j'étais en train de souffrir, là, à genoux, en train de peindre mes pièces en cuivre, quand j'étais en train de plonger mes doigts dans du pétrole pour essayer de récupérer des pièces, mais qui étaient dans un état lamentable, il n'y a jamais ça qui m'a quitté. Hein. Derrière le Titan, il y a des gens. Et c'est pas n'importe quel gens. Hein. C'est pas n'importe quel gens. C'est des potes que je connais depuis 10, 20, plus de 30 ans même. Voilà, c'est l'amour de ma vie. C'est tous ces gens-là. C'est tous ces gens-là. Donc naturellement, il y avait ce côté en fait dépassement de soi, mais où en fait derrière, bah, le moteur, c'était bah, l'amour que je porte à ces gens, quoi. Donc il y a une bonne partie qui est un peu liée à l'émotion derrière tout ça. Ce projet-là ne se reproduira plus jamais. Et là, je l'ai sous les yeux. Et ça me fait assez bizarre de dire que ce truc, bah, c'est le plus gros œuvre de ma vie. C'est le plus gros truc que j'ai fait de toute ma putain de vie. Et si tu veux, dans ma vie, j'en ai fait des trucs, hein, des gros trucs même. Même récemment, j'ai fait des projets professionnels gros, quoi, tu vois, avec des résultats physiques. Derrière moi, tu vois, il y a 500 mètres carrés de résultats, tu vois. Enfin, tu vois, des mémoires de fin d'études. Tu vois, ce genre de projet pharaonique comme ça, tu vois, se bâtir une carrière, tu vois. Mais non, rien n'y fait. Rien n'y fait, malgré en fait des accomplissements, ça et là, dans ma vie, des victoires. Bah, ce truc-là, c'est à la fois ma plus grosse victoire et également le plus gros projet, toutes catégories confondues, que j'ai mené. Le, Ça se chiffre en centaines d'heures, ça se chiffre en satisfaction immense, en souffrance mais terrible, en frustration ouah, qui m'a mis les nerfs, mais vous imaginez pas, hein, les gars, j'étais vraiment pouah, ce truc m'a retourné, quoi. Ouais, il y a pas grand chose qui me retourne, tu vois, mais ouais, ça me fait de l'effet, ce genre de truc, tout simplement parce que ça s'attaquait à quelque chose qui n'aurait dû être qu'amour, quoi, quelque part. Ça m'a fait mal de voir cette autoroute de l'amour et du fun complètement, mais bombardée par des phénomènes physiques bah, qui n'étaient pas vraiment explicables. Hein. Mais quelque part, si ce truc n'avait pas eu lieu, si j'avais pas perdu, allez, j'ai perdu quoi, au bas mot, 50, 60 heures de taf hein, là-dessus. Finalement, tout ça ne donne que plus de puissance, je pense, à l'exercice qui a été le mien. Parce que là, à de nombreuses reprises, en fait, ça a fait appel à ma résilience, quoi. Il m'a fallu de la force pour remettre les mains dans le cambouis. Eh bien, tant mieux. Donc, bah, chose promise, chose due, les gars. Je vous avais dit, ce titan, je vais le faire. Eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'en suis immensément content. Naturellement, vous connaissez le truc, je ne vois que les défauts. Mais néanmoins, là, je l'ai sous les yeux. C'est le plus gros truc que j'ai fait de toute ma vie. Bah, j'en suis très fier. J'en suis très fier. J'en suis très heureux. Il est au moins aussi con que moi. Il est bleu, blanc, rouge. Il aime De Gaulle. Il aime Jésus. Donc les gars, je vous présente, il est fini, je l'ai appelé Brother Maximus de la Légio Frankreich. Voilà, Brother Maximus de la Légio Frankreich, il est pas là pour déconner, il a un gros plasma qui brille, il est chaud et froid, il est bleu, blanc, rouge, il a été intense, il a été une expérience, mais comme on n'en vit pas souvent,
malgré toutes les galères que j'ai pu vous décrire, finalement, ce truc a été un privilège du début à la fin. Peindre ça, c'est un privilège. C'est le truc le plus déraisonnable du monde. On parle d'une figurine à 2 000 €. Le matériel que j'ai mis derrière, c'est un gros billet aussi. Il y a énormément de peinture, de vernis, de bombes, de colle. Il y a un matos fou derrière ce titan. Avoir un titan, c'est le premier effet qui se coule. Derrière, faut assurer le service après-vente. Et croyez-moi, ça chiffre beaucoup. Néanmoins, il est là. Et je crois qu'il est là pour longtemps. Il est là pour toute ma vie. Il me rappelle là, sur mon bureau, qu'il y a des gens qui m'aiment et qu'il y a des gens que j'aime aussi. Voilà, c'est une manière de finalement que vous, là, tous mes potes, là, vous êtes avec moi pour toujours à travers les yeux furieux et orange de ce titan Warlord, Brother Maximus de la Légio, Frank Reich. Voilà, le titan, c'est terminé. C'était la suite logique de mon émission Pile de la honte. Eh bien, après la pile de la honte, c'est le titan de la fierté, le titan du bonheur. Donc ce titan, vous allez le voir, je vais essayer de publier l'émission en même temps que les photos. J'espère que je vais y arriver. Ça va se passer le 11 septembre. dans la foulée, tout va se passer dans la foulée. Merde, elle est longue l'émission là, non? Attends, ça fait... Ouah, nom de Dieu, 1h20. Ah ouais, quand même, putain. 1h20 de Il était une fois mon hobby. Là, j'ai envie de dire, c'est l'épisode roi, parce que c'est le plus gros truc qui s'est passé dans toute ma vie de hobby. Parce que cette figurine-là, vous l'aurez compris, c'est pas juste une figurine. C'est pas juste une figurine, c'est tout simplement de l'amour sur toute la ligne. Mon amour, l'amour de elle, l'amour de tous les autres, et également l'amour que j'ai pour vous tous, mes très chers auditeurs de Rural Hammer. Un amour que maintenant je vais essayer de vous transmettre, vous aussi. Mener, je vais pas vous, non, on va pas finir sur voilà, on va pas finir sur cette émission en vous disant peignez des titans warlords ou faites-vous en offrir un par votre femme. Bon, on n'a pas tous les mêmes femmes, la mienne, vous l'aurez compris, elle est un peu cinglée, mais néanmoins, il y a quand même une idée derrière moi qui me plaît beaucoup, l'idée derrière en fait ce titan de l'amour là. Il y a une idée qui me plaît, c'est que derrière une figurine, il peut y avoir des gens. Il peut y avoir des gens. N'hésitez jamais, par exemple, tu vois, moi, il y a un truc qui me déprime, par exemple, c'est au moment de Noël, etc., on est en famille et tout, et tu as un membre de ta famille qui te dit « Tu veux quoi pour Noël ?» Ne pas savoir quoi offrir, si vous voulez, moi, je prends ça généralement soit pour un manque d'intérêt, soit pour un manque d'empathie, ou un mélange des deux. Si vraiment vous vous intéressez à quelqu'un, si c'est quelqu'un que vous aimez, en fait, vous savez quoi lui offrir. Je dis pas, tu vois, quand tu vis avec quelqu'un depuis 30 ans, au bout d'un moment, tu vois, t'es un peu rouillé. Ah bon, chérie, je t'ai pris un whisky. Ouais, ok, merci, ça fait toujours plaisir, tu vois. Mais n'hésitez jamais à offrir des figurines que vous avez peintes, par exemple. Quel plus beau cadeau que celui-là? Vous offrez une figurine qui veut dire quelque chose, qui rappelle un moment de votre vie, qui rappelle un bon souvenir, une galère, quelque chose de partagé ensemble. Une figurine, ça peut être une bannière qui dit quelque chose, ça peut être une silhouette qui rappelle quelque chose. N'oubliez jamais que derrière, en fait, ces dizaines d'heures qu'on passe à peindre des trucs, en général, il y a de l'amour, quoi. Et cet amour, tout simplement, offrez-le. Faites-vous en offrir, ouais, ça peut être cool aussi. Moi, voilà, qu'on m'offre un Titan Warlord, honnêtement, j'ai eu la mâchoire qui s'est décrochée plus d'une fois à repenser à cette dinguerie totale, quoi. Bref, derrière nos figurines, il y a de l'amour. Sur Rural Hammer, maintenant, on va essayer de parler de plus en plus d'amour. Ouais, on va essayer de parler de plus en plus de ça. À l'avenir, je trouve que ce monde en manque cruellement. Tout le monde est polarisé là dans son coin. Je pense comme ci, je pense comme ça. Non, faut que ça change les mecs. Faut que ça change les mecs. S'il y a une révolution à faire, en fait, elle est à faire avec de l'amour, la révolution. Putain, c'est de ça qu'on a besoin. Tout le monde en a besoin, en vérité. Bref, faites l'amour, peignez bien.
moi je vous dis à plus tard sur Rural Hammer. Et j'ai été assez ému de partager cette odyssée avec vous. Vous l'avez vu en photo, mais maintenant vous en connaissez toutes les coulisses et les petits secrets de fabrication. À plus tard les mecs, sur septembre on va être sur un planning très très allégé en podcast parce que j'ai tout simplement la tête sous l'eau, je suis fatigué, j'ai plein de boulot, j'ai plein de projets, mais ça m'a pas empêché de terminer ce putain de Titan Warlord. Allez, à plus tard les gars, on se retrouve sur le Discord, sur Instagram ou pourquoi pas en réunion Super Warp à venir. Portez-vous bien, que de l'amour sur vous tous. Dites à vos proches que vous les aimez et offrez-leur des putains de figurines. Merci.